La maladie fut une préoccupation de l'humanité depuis toujours et rien ne préoccupe autant un être humain que sa santé physique. C'est tout à fait naturel et dans le monde des croyants orthodoxes, la santé occupe également une place importante. Le monde entier cherche des solutions efficaces dans l'offre des soins que fait la médecine moderne. Mais un croyant orthodoxe, un pratiquant, cherche non seulement une solution efficace à tout prix, mais une solution inoffensive sans préjudice spirituel pour son âme. C'est un critère décisif. Et cela passe par demander une bénédiction d'un prêtre pour une intervention chirurgicale, savoir le type d'anesthésie à subir, anesthésie générale ou non. En effet, c'est délicat d'être plongé dans un état artificiellement inconscient. Et en règle générale, à chaque étape des soins, d'une manière ou d'une autre, les questions se posent, surtout si la personne soignée se préoccupe de l'état de son âme. Donc c'est nécessaire d'avoir un avis de l'Église sur les questions sociétales, même s'il n'existe pas de réponse tranchée. Pour tout, par exemple, faire ou ne pas faire vacciner les enfants. Certains prêtres disent de ne pas le faire et on ne sait pas pourquoi. D'autres disent qu'il faut le faire, qu'il n'y a pas de problème et on ne sait pas pourquoi non plus. Enfin, ceux qui cherchent le juste milieu examinent soigneusement la question en essayant de donner une réponse plus ou moins objective, ce qui est en fait très bien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il existe une politique sociale de l'Église, qui concerne les questions de procréation, parce que les progrès de la médecine offrent de nombreuses possibilités de fécondation complémentaires à des possibilités physiologiques naturelles, et ici en général, il y a des milliers de questions auxquelles il n'est pas facile de répondre pour un ecclésiastique, en particulier pour un homme de cœur. Il n'est pas facile d'adopter une position fondamentaliste dictée par la politique sociale de l'Église et sa compréhension spirituelle de l'homme et de ses problèmes. En général, c'est littéralement le cas en tout, surtout lorsqu'il s'agit de maladies graves comme le cancer. Il y a beaucoup de questions ici, et plus la personne est pratiquante, plus elle se pose de questions qui sont à nouveau liées à son souci de l'âme. Par exemple, les orthodoxes gravement malades ne veulent naturellement pas être soumis à des médicaments puissants. Comment résoudre ce problème? C'est très difficile. Et voici un sujet particulier que nous allons aborder, qui ne concerne pas seulement la médecine, mais la pratique médicale où deux personnes sont en contact immédiat. Je m'explique. Un être humain est un être spirituel. Bien sûr, chacun d'entre nous, lorsqu'il demande de l'aide à une autre personne, lorsqu'il entre en contact immédiat avec elle, met en lui sa confiance et ainsi donne un certain droit sur soi à cette personne. Nous donnons un droit à un chirurgien de nous opérer, mais ce droit ne touche pas l'âme. Mais avec un psychologue, c'est différent. Nous lui donnons un droit de nous soigner et ce droit touche à l'âme de la personne. Nous ne savons pas réellement comment ce droit va être utilisé et ce qu'il nous apportera. Disons que plus le lien avec une personne est étroit, plus la question de ce droit se pose. À quoi donnons-nous le droit, surtout lorsqu'il s'agit d'un contact très étroit, par exemple corporel? Si vous communiquez dans le cabinet d'un médecin en costume-cravate, c'est une chose. Mais si vous vous allongez sous les mains d'un masseur sans costume-cravate, ce sont d'autres conditions de communication. Je ne parle pas ici de l'aspect éthique. Il serait nécessaire d'avoir des exemples spécifiques, mais dans tous les cas, lorsque vous êtes directement sous les mains d'une personne, il s'agit d'un contact différent. Et c'est un contact particulier. Bien sûr, par exemple, le choix d'un simple masseur est une question qui doit être prise au sérieux par toute personne orthodoxe. Je ne parle pas de la situation où, disons, vous arrivez dans une clinique, vous êtes paralysé, et un masseur vient s'occuper de votre corps. Ce n'est pas de cela que je parle, c'est une évidence. Il n'y a pas de temps à perdre et c'est comme ça. Je veux parler d'une personne ordinaire, relativement en bonne santé, parfois malade, qui par souci de prévention, pour se débarrasser de certains ennuis de santé, recherche un service dans le domaine de thérapie alternative de massage. Et c'est dans ce domaine que se trouve aujourd'hui curieusement la plus grande tentation. Lisez combien de types de massage il y a aujourd'hui. C'est une liste très longue qui est proposée. Et comment choisir? C'est très difficile, il faut bien sûr demander l'avis par exemple d'un prêtre. Un prêtre raisonnable conseillera de regarder bien le CV du masseur et dira probablement c'est bien si le masseur est un homme ou une femme orthodoxe. Mais plus la technique proposée dans ce domaine de thérapie par massage quasi médical est opaque ou vague, plus il y a besoin de faire une étude minutieuse de l'endroit où l'on se rend et de la personne à qui l'on fait confiance. Et c'est là que survient souvent une chose très intéressante. Les termes médicaux les plus complexes de type scientifique, qui ne sont souvent que des procédés publicitaires, sont plus rassurants pour les gens, ils y font confiance sans réfléchir. Il existe un vaste domaine de systèmes orientaux et de massage, comme le massage thaïlandais. Je ne pense pas que quelqu'un passe de l'église au massage thaïlandais, surtout les hommes, c'est un péché. Eh bien en général, en ce qui concerne les services orientaux, il y en a beaucoup, par exemple l'acupressura,
l'acupuncture orientée sur l'anthropologie orientale et sur l'idée orientale de l'homme. Il y a aussi des nuances et nous en parlerons séparément si Dieu nous le permet. Aujourd'hui, il existe un certain nombre de nouveaux termes apparus dans l'espace russe il n'y a pas si longtemps. La biomécanique, un mot qui est absolument compréhensible, il n'a rien de spécial derrière si vous ne considérez pas ce terme du point de vue d'une pratique professionnelle. La kinésiologie semble également n'avoir rien de spécial ni même d'intéressant. Là encore, si l'on n'examine pas le sujet de près du point de vue de l'activité professionnelle. Mais le plus important et le plus difficile à discerner peut-être aujourd'hui, c'est la proposition qui vient du domaine au nom quasi scientifique, au moins une personne éduquée à un certain nombre d'associations liées à ce domaine extrêmement complexe. Il s'agit de l'ostéopathie, et bien une personne qui a fait des études supérieures, qui a un peu de grec et de latin, comprendra qu'il s'agit de quelque chose à voir avec les os et avec les maladies, ostéopathie. L'ostéopathie est vue comme une discipline scientifique. Mais curieusement, sous ce terme se cache un certain nombre de questions problématiques qui ne sont pas faciles à résoudre. Croyez-moi, je connais bien ce sujet et je vais essayer de vous le présenter aujourd'hui. Lorsqu'on me pose des questions, notamment en lien avec les enfants, pour savoir s'il faut les faire soigner par un ostéopathe, je me trouve dans un embarras car il faut voir qui propose ce traitement. Beaucoup de chirurgiens, de neurologues suivent une formation en ostéopathie. Après avoir eu une solide expérience médicale, ils ne sont généralement pas très jeunes. L'ostéopathie nécessite une connaissance assez approfondie du corps humain. Si c'est le cas, nous pouvons accepter du moins de ne pas rejeter catégoriquement la possibilité d'un soin par un spécialiste diplômé. Mais en même temps, je sais très bien qu'il peut y avoir un risque assez élevé quand il s'agit d'une personne qui n'a pas été formée en médecine professionnelle. Et là, je dis catégoriquement non, absolument pas. Il y a là un énorme danger. C'est un danger qui existe même pour les professionnels de la médecine, s'ils s'engagent sur la voie de l'étude de l'ostéopathie et travaillent pour ainsi dire dans des cabinets d'ostéopathie. Mais ce danger est surtout présent chez les non-professionnels. Et là, il faut se poser un certain nombre de questions très sérieuses et assez profondes qui vont nous éclairer sur cette nouvelle branche qu'est l'ostéopathie. De quoi s'agit-il vraiment? Voyons cela de plus près. Je vais vous présenter quelques extraits et j'essaierai de commenter au fur et à mesure de la narration. Il s'agit d'une personne très intéressante, le père de l'ostéopathie, Andrew Taylor Still. Écoutons. Andrew Taylor Still est né en Virginie en 1828. Son père et son frère étaient médecins et tout jeune, il a décidé de continuer la tradition familiale. Il était un médecin de frontière au sens classique du terme. Il a appris son métier auprès de son père qui était un prédicateur méthodiste. Il est très important de remarquer le tout début de son célèbre ouvrage intitulé « L'ostéopathie, recherche et pratique ». Il s'agit d'une étude des pratiques ostéopathiques. Elle a été publiée 7 ans avant la mort de Still, décédé en 1917. Et comme c'est souvent le cas, il y a une dédicace au début de son ouvrage. Relisons cette dédicace. Ce livre est respectueusement dédié au grand architecte et bâtisseur de l'univers. C'est un classique de la franc-maçonnerie. Nous ne trouvons pas d'autres sentiments maçonniques chez Still, mais il fréquentait les maçons, vivait parmi eux, communiquait avec eux. C'était une sorte de norme de vie. Mais comme il s'est éloigné de tout mysticisme, nous pouvons penser qu'il s'est éloigné de la franc-maçonnerie. Mais c'est l'esprit de la franc-maçonnerie qui demeure chez lui. C'est l'esprit qui révèle des choses. Quel est cet esprit? L'esprit qui anime les inventeurs se manifeste dans leur invention. Et parfois on peut prévoir une invention à partir de l'examen de la vie et des idées de la personne. Rappelez-vous que l'apôtre Jean, le théologien, a dit « éprouvez les esprits ». Et Still précise que ses idées sur l'ostéopathie ont été une révélation. Il ne dit pas comment cela s'est passé, mais il précise le jour, il précise même l'heure, le jour est arrivé, et tout en moi a été bouleversé. Ce fut une révélation. En examinant la personne de Still, nous pouvons comprendre les composants de cette révélation. C'est la secte méthodiste, c'est la franc-maçonnerie, et c'est littéralement un environnement occulte, avec une certaine forme de participation dans ces pratiques. Mais derrière cette révélation se cache un esprit atemporel. Cette révélation a encore un rôle à jouer, et nous y sommes malheureusement déjà confrontés aujourd'hui. Still dédie son livre aux ostéopathes et d'autres personnes qui croient que le premier grand mécanicien, tout écrit avec une majuscule, n'a rien laissé inachevé dans la mécanique de son chef-d'œuvre le plus important, l'homme, en donnant tout ce qui est nécessaire pour son confort et sa longévité. Eh bien, nous voyons ici une combinaison littérale du perfectionnisme méthodiste et du pathos maçonnique, et plus loin dans le livre, le langage est très opaque. C'est difficile de comprendre de quoi il s'agit. C'est une continuation de ce langage de la dédicace. De plus, Still écrit que les succès du monde ont leur origine en Amérique. Il écrit mécanicien américain avec un grand A. Il indique l'importance des mots par une majuscule.
Mais si nous ouvrons les écrits des occultistes modernes, nous voyons la même chose, l'ère du Verseau, etc. Steele suit cette pratique, mais il faut tout de même lui reconnaître le mérite d'avoir surmonté de grossières illusions de la pensée magique et d'être resté dans le rationalisme. Mais il a trébuché sur des choses plus sérieuses. L'idée de force universelle est extrêmement intéressante, justifiée à bien des égards. Rappelons-nous ce qu'était la médecine de la fin du XVIIIe siècle. L'ostéopathie de Steele était progressiste à son égard. C'est compréhensible que Steele entre en conflit avec la médecine de son époque. Il cherche de nouvelles voies, de nouvelles approches, des moyens de sortir des impasses de cette médecine, tout en critiquant les médicaments, ce qui est justifié d'une certaine manière. Il dit que le scalpel d'un chirurgien ne peut pas résoudre tous les problèmes humains. Il cherche de nouvelles possibilités, il les a trouvées. De par sa formation initiale, il était mécanicien et il considère l'organisme comme un mécanisme. Et il a raison, et que la clé de la santé de ce mécanisme réside dans le fait que toutes ses parties agissent en harmonie, et bien sûr il a raison. Bien sûr, son idée est vraiment unique, à la fois pour son époque et pour la nôtre, et c'est l'une des raisons pour laquelle l'ostéopathie a reçu aujourd'hui un tel développement, une telle popularité. Steele construit un système très sophistiqué, subtil pour travailler le corps humain, mais il met lui-même, c'est-à-dire l'ostéopathe, au centre de son approche. L'instrument principal qu'utilise Steele pour travailler avec une personne malade est la personne d'ostéopathe, c'est-à-dire de ses mains. Il conçoit un système dans lequel les mains humaines jouent un rôle particulier dans le traitement des êtres humains pour que l'analyse et le diagnostic soient menés à l'aide des mains humaines. Il construit un système si global, si unique, si universel que toutes ces parties semblent réellement reliées entre elles de manière harmonieuse. L'ostéopathie a donné l'origine à d'autres techniques des thérapies manuelles. Il faut dire que la chiropraxie existait déjà lors de la découverte de Steele, mais se basait sur des phénomènes de nature beaucoup trop mystique. Steele a formé, je dirais, deux principes fondamentaux de l'ostéopathie. Le premier est que l'ostéopathie est une pratique manuelle et que l'ostéopathe est un spécialiste qui traite avec ses mains et qui est en contact direct avec le corps humain. Et le deuxième postulat, qui est basé sur la théorie, sur l'idée des forces curatives de la nature. La nature a donné à l'homme des forces vitales, de l'énergie, des vibrations de vie qui doivent circuler librement dans le corps pour assurer la santé. S'il y a des obstacles mécaniques sur le chemin de ces fluides et qui empêchent la libre circulation, alors une maladie apparaît. Et le rôle de l'ostéopathe dans ce cas est d'enlever l'obstacle mécanique et de l'éloigner. Et la nature fera le reste toute seule. Comment enlever ce que l'on ne voit pas et que l'on ne perçoit pas? Il doit donc le ressentir, mais comment ressentir ces vibrations de la vie? Vous voyez comme c'est intéressant que dans la philosophie de Steele, l'ostéopathe lui-même a un rôle très modeste, ce n'est pas un guérisseur. Il est un simple mécanicien, c'est la nature qui soigne, qui est étroitement liée au divin, et l'ostéopathe fournit les conditions pour que les forces vitales curatives, dont la source est la nature, ou Dieu en fin de compte, puissent circuler librement dans le corps humain. De quelles énergies parlait Steele? Des mêmes énergies qui existent en Orient sous la forme du Tsi ou du Ki, etc. Il s'agit absolument du même concept occulte. Et dans le contexte de ce qui a été dit, il serait très intéressant de regarder un fragment de la présentation de l'école, l'ostéopathie énergétique. C'est de la même chose que parlait Steele, mais dans une interprétation plus orientale. C'est assez révélateur. L'ostéopathie énergétique nous vient des pays occidentaux, où elle porte deux noms. Les deux noms sont l'ostéopathie énergétique ou l'ostéopathie tissulaire. Il y a plusieurs écoles qui forment des praticiens. Moi, j'ai étudié en France, dans l'une de ces écoles pendant 2 ans. Pendant cette période, ils étudient la médecine traditionnelle chinoise et certaines techniques ostéopathiques qui peuvent travailler à 2 niveaux, le niveau énergétique et le niveau ostéopathique. Le mot énergétique n'a rien à voir avec le mot énergie dans l'interprétation des guérisseurs et des guérisseuses qui mettent un concept incompréhensible dans le mot énergie. Pour moi, l'énergie, c'est tout ce qui obéit à la première et deuxième loi de la thermodynamique. Dans l'ostéopathie énergétique, il y a un substrat. Ce substrat est décrit dans la médecine traditionnelle chinoise sous forme de qi. Ce substrat dans le corps peut être perturbé dans son environnement et alors il y a des perturbations dans le corps qui se manifestent sous la forme de maladie. L'ostéopathie énergétique examine le corps à la recherche de perturbations dans la circulation du substrat qi et effectue les techniques manuelles pour rétablir la fonction du qi. Steele a eu beau essayer de se distancier de ses vues théologiques dans ses enseignements, il a quand même mis en place un appareil sous la forme d'un ostéopathe qui devait travailler avec ses mains. Et dans ce travail, il a mis la nécessité de connaître, de rechercher, de sentir chez l'homme ses états subtils ou d'autres sous forme de fluide dans la
conception classique de style d'être un conducteur des forces de la nature, d'y participer comme un canal. La naturopathie est en fait la quintessence de l'occultisme d'aujourd'hui, mais sous des formes modernes différentes. Nous parlons de ce que l'on appelle aujourd'hui un espace unifié d'énergie et d'information. Mais c'est Steele qui a formulé le concept qui a permis le développement de la médiumnité dans le sens classique du mot. Et bien qu'il faille lui reconnaître un certain mérite, il a vraiment fait de son mieux pour se distancier de toutes sortes d'idées occultes et mystiques de son époque en rationalisant son approche de la nature humaine, mais en fin de compte il a rendu les choses pires qu'elles ne l'étaient. Hélas, tel est le sarcasme de notre existence, ce sont les mêmes bonnes intentions qui bordent les routes les plus dangereuses. C'est une histoire tragique, elle n'est pas terminée, je peux dire qu'elle ne fait que commencer. Nous sommes à ce stade de notre évolution destructive et ces idées se développent particulièrement aujourd'hui et c'est très malheureux. Par exemple, voici l'un des plus célèbres médecins ostéopathes qui s'exprime ainsi. Nous ne devons pas faire quelque chose par nous-mêmes. Nous devons attendre la permission de le faire, non pas pour influencer, mais pour être l'objet de l'influence. Freiman. Demandez silencieusement à l'âme qui vit à l'intérieur de votre patient de vous montrer ce dont elle a le plus besoin, et vous obtiendrez une réponse verbale où vous trouverez un dysfonctionnement ou la présence d'un obstacle émotionnel. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une question directe du médium à l'âme de la personne. Et qu'est-ce qui répond dans l'âme humaine? L'âme humaine? Je ne pense pas que les orthodoxes diraient que c'est l'âme. On sait qui répond à de telles questions et de qui on peut obtenir une réponse. Et plus loin, demandez au grand médecin de déterminer la direction de votre traitement, de guider les conseils que vous donnerez, de communiquer la sagesse à vos prescriptions. Vous exprimerez ainsi votre consentement à servir le Créateur de l'univers dans la guérison de ses enfants. c'est de l'occultisme pur, c'est du psychisme. En étudiant une biographie disponible des disciples de Steele, je ne parle pas ici de la situation moderne, il est possible de découvrir que la majorité absolue d'entre eux sont devenus en fin de compte des mystiques, ou pour parler en langage moderne, simplement des sujets psy, parce qu'en procédant de la façon dont Steele a établi ce système de traitement, la personne qui s'engage dans cette voie devient nécessairement un sensitif, un médium. C'est une voie très dangereuse, et bien sûr tout le monde ne s'engage pas dans cette voie. Le bon sens, l'éducation et la compréhension du problème peuvent permettre à une personne de s'accrocher à des principes plus ou moins rationnels, mais en fait un grand nombre de spécialistes qui ont agi selon la logique de Steele ont fini par développer une perception très particulière et beaucoup d'entre eux ont fini leur vie en tant que médiums. Il y a aussi un autre point à aborder, le fait que les médiums modernes ainsi que les médiums d'autrefois ont toujours cherché à s'approcher d'une personne humaine. Les gens sensés ne se laisseront pas faire par un sorcier ou un magicien, c'est trop évident, ne permettront à quelqu'un de pas très net d'agiter les mains au-dessus d'eux. Mais à l'époque moderne, les médiums et les occultistes sont diplômés des différentes écoles avec des noms savants. On peut les diviser en deux, une moitié suivent la voie de la psychologie et l'autre moitié la voie des masseurs. Désolé, je ne parle pas de la psychologie en tant que science rationnelle. Je parle ici des deux, façon légitime de s'approcher d'une personne par la voie de la psychologie et par le toucher du corps. Après avoir obtenu un diplôme de psychologue ou de masseur, une personne à tendance médium ou occulte a la possibilité légitime de communiquer directement avec une personne souffrante. Dans notre pratique d'accompagnement des victimes de la dérive occulte et sectaire, nous rencontrons un grand nombre de personnes affectées, d'enfants, et il s'avère qu'ils ne sont pas adressés à des sorcières ou à des guérisseurs, mais à des psychologues ou à des masseurs aux tendances occultes. Je mentionne souvent la secte de Reiki. Si un masseur a une initiation au Reiki, et que personne ne le sait, on peut avoir des dommages importants au contact avec une telle personne, y compris chez les orthodoxes. Donc, grâce aux techniques que Steele a mis en place, un très grand nombre de personnes, y compris des médecins diplômés ayant reçu une formation en ostéopathie, développent une forte sensibilité psychique et dépassent certaines limites à ne pas dépasser, car c'est dur de s'accrocher au rationnel. Il faut être conscient des dangers, et certains ont dépassé les limites sans même s'en rendre compte.